Je vais essayer de vous parler de ce que peut être l'intimité d'un patient tout au long du processus de diagnostic, du processus de prise en charge en consultation. Je vais vous faire part de mon vécu à moi, je ne vais pas essayer de parler à la place des patients, mais plutôt essayer de vous montrer qu'est-ce que moi je peux percevoir et comment on peut faire autant qu'on peut faire en sorte que la consultation respecte cette part d'intimité du patient, tout en sachant que par essence même, une consultation va être intrusive. Alors, je vais vous parler du point de vue du neurologue, je vais vous parler du point de vue de ce qui se passe avant le diagnostic et de ce qui se passe après le diagnostic. Mathieu Secaldi, hier, vous a parlé des incertitudes, des certitudes, du cadre de l'annonce diagnostique, mais je pense qu'il est très important de commencer à réfléchir déjà au cours des étapes du processus diagnostique pour pouvoir faire cette annonce et pour pouvoir après mettre en place ce suivi sur des bases peut-être correctes, on va dire. Alors, préambule qu'avait déjà mis en place Mathieu hier, le diagnostic de maladie d'Alzheimer et de maladies apparentées reste un diagnostic de probabilité. C'est un diagnostic de probabilité qui est plus ou moins forte. On a commencé à parler ce matin avec Michel Poncet et Annika Perovic des possibilités qu'on a d'affiner ce diagnostic, d'être au plus près d'une grande probabilité, mais cela reste un diagnostic de probabilité et donc on va avoir besoin d'éléments tangibles pour essayer d'approcher ce diagnostic. Alors si on regarde les recommandations que nous donnent les instances, la HAS, le NIH aux États-Unis, la Fédération des CM2R, on a l'impression que faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer ou de maladie apparentée, c'est quelque chose de très encadré. On a des textes, on a des recommandations de bonnes pratiques cliniques, et donc on va se dire finalement, c'est facile, il suffit de suivre, vous avez la recette, vous appliquez la recette et vous faites un diagnostic. En pratique, et j'ai plus de 20 ans d'expérience maintenant, ça reste quelque chose d'extrêmement difficile, même si, quand on voit le patient en consultation, le tableau paraît évident. C'est difficile parce que chaque patient est singulier, chaque situation clinique, chaque famille est particulière. C'est très différent de voir en consultation un patient de 50 ans qui consulte pour des troubles de mémoire, qui vient seul et qui dit « voilà, j'ai des troubles de mémoire, je voudrais avoir votre avis », ou de voir un patient qui va être amené plus ou moins contre son gré par sa famille parce qu'on n'en peut plus et que ça ne va plus du tout à la maison. Ou au contraire, comme ça arrive aussi, un patient qui vous est adressé par la médecine du travail parce qu'il est désinhibé et complètement inadéquat. Déjà, rien que la situation de départ va être différente. Donc la première étape de la prise en charge du patient, c'est de reconnaître cette spécificité si on veut être à peu près adéquat. Et donc, il va falloir réfléchir au rythme et au rythme en particulier des examens et des investigations qu'on va proposer. Est-ce qu'on va tout faire très très rapidement dans un hôpital de jour et donner un diagnostic là, dans le mois qui vient? Et c'est souvent le souhait des patients et des familles. Ou est-ce qu'au contraire, moi je pense qu'il faut prendre du temps. Fabrice Zil nous a parlé beaucoup de temporalité ce matin. Et ce n'est pas forcément toujours bien compris, mais une fois, il paraît important de prendre ce temps pour permettre à chacun d'avancer, de faire son cheminement propre. Alors, comment on fait le diagnostic? On fait le diagnostic comme on fait le diagnostic en médecine. C'est-à-dire, la maladie d'Alzheimer, c'est une pathologie. Donc, on va faire le diagnostic comme une autre pathologie médicale, en mettant en évidence ce qui ne va pas, les signes, les insuffisances, les dysfonctionnements. Et ça, c'est quelque chose qui... La maladie d'Alzheimer n'échappe pas à cette règle. Pour faire le diagnostic, on ne va pas faire le diagnostic sur ce qui va, on va faire le diagnostic sur ce qui ne va pas. Donc déjà, ce passage obligé de mettre en évidence ce qui ne va pas chez un patient, on ne peut pas s'y soustraire. Autrement, on ne peut pas faire de diagnostic. Les critères diagnostiques de maladie d'Alzheimer, tels qu'ils sont à l'heure actuelle dans le DSM-4, ils sont très clairs. Il faut avoir plusieurs atteintes cognitives, pas seulement un problème de mémoire, et il faut que ces atteintes cognitives aient un retentissement dans les activités de la vie quotidienne de manière significative. Et on reviendra sur ce point. Et il faut bien sûr éliminer d'autres causes et que tout ceci se passe de manière progressive. Comment on va mettre en évidence ces déficits cognitifs? On va les mettre en évidence sur ce que vont nous raconter le patient, ses difficultés, et ce que vont raconter la famille s'il est accompagné par sa famille à un stade un peu évolué de la maladie. Et puis surtout, on va faire ce que nous dit la HAS, on va interroger le patient. Donc déjà, le mot était... Armel pourrait parler du mot interrogatoire. On va entrer dans son histoire, on va toucher à son intimité, puisque ces déficits cognitifs, on va les mettre en évidence dans sa vie de tous les jours, dans sa relation avec les autres. Et donc, très rapidement, dès la première consultation, on va être obligé de rentrer dans l'intimité du patient. Et là, ce n'est pas toujours évident. Il y a des patients qui sont demandeurs et qui vont
acquiescer assez facilement, et d'autres au contraire qui vont être amenés là, pas forcément comme ils le souhaitaient, et donc qui vont être en retrait par rapport à délivrer ou pas cette information. Et puis, on va faire d'une imagerie, de la biologie, ça va, et puis on va faire des tests neuropsychologiques. Et je voudrais qu'on s'arrête un instant sur les tests neuropsychologiques. Moi, je suis de formation neuropsychologue en neurologie, donc c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur et qui me paraît quelque chose d'extrêmement important dans le diagnostic des patients. Et il ne faut surtout pas passer cette étape. Mais à condition que cette neuropsychologie, ces tests neuropsychologiques soient faits avec tact et discernement. C'est-à-dire qu'ils doivent être faits par quelqu'un de compétent, de formé, et qui est capable d'avoir une réflexion par rapport aux résultats de ces tests. Il ne s'agit pas de donner des chiffres, il ne s'agit pas de donner un cut-off. Si vous avez moins de 17 ou plus de 17, vous avez ou pas ce syndrome, vous avez ou pas la maladie. C'est extrêmement important d'interpréter ces tests dans tout le contexte familial, dans tout le contexte de l'histoire culturelle du patient. Et c'est vrai qu'à Bobigny, où je travaille, on est particulièrement sensibilisé à ce point, puisqu'on a beaucoup de patients d'origine culturelle différente, et on a beaucoup de patients qui n'ont pas été, ou très peu, à l'école. Et donc, mettre quelqu'un qui est allé 1 ou 2 ans à l'école seulement face à un test, même si on fait attention à adapter le test à son niveau d'éducation, etc., c'est déjà une agression extrêmement importante. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire. Ça veut dire simplement qu'il faut le savoir et qu'il faut prendre le temps, là encore, de le faire d'une certaine façon, en respectant les traditions, en respectant et surtout en expliquant aux patients le pourquoi des choses. Il est toujours possible de prendre ce temps d'explication et de faire, peut-être pas le jour où on a décidé de le faire, mais de faire revenir le patient, etc., etc. Donc, la notion du temps est extrêmement importante. Je voulais revenir aussi un instant sur la notion de répercussion dans les activités de la vie quotidienne. Dans les critères du DSM-4, il est très clairement écrit que ces troubles cognitifs, au pluriel, pas seulement la mémoire, doivent être progressifs et d'avoir une répercussion significative dans la vie professionnelle et ou sociale, ou les deux. Qu'est-ce que ça veut dire, une répercussion significative dans les activités de la vie quotidienne? Par exemple, si on prend des troubles cognitifs à peu près identiques, un trouble de la mémoire épisodique associé à un trouble modéré des fonctions exécutives. C'est le tableau classique des patients qu'on voit à l'heure actuelle. Quel va être le retentissement dans la vie quotidienne suivant qui vous êtes? Vous êtes une grand-mère de 70 ans, active, qui doit aller chercher ses petits-enfants à l'autre bout de la France en prenant 2 ou 3 trains successifs pour les ramener à la maison pour pouvoir s'en occuper pendant les vacances scolaires. Vous allez avoir une répercussion de vos troubles de mémoire et de vos troubles exécutifs extrêmement rapidement dans cette activité qui vous tient à cœur. À l'inverse, vous êtes une vieille dame de 85 ans, perclue d'arthrose, et ça fait déjà au moins 5 ans que vous êtes pratiquement cloué sur un fauteuil roulant chez vous, et on a déjà mis en place l'aide ménagère, le partage des repas, l'infirmière qui vient distribuer les médicaments, etc. Quels vont être le retentissement dans votre vie quotidienne de ces troubles exécutifs et de la mémoire épisodique? Bien évidemment, pas du tout les mêmes sur l'autonomie. Quels vont être les répercussions chez quelqu'un qui est encore en activité professionnelle? Et on voit de plus en plus à l'heure actuelle des patients, j'en ai eu récemment, qui sont médecins, avocats, encore en activité professionnelle, avec, à notre sens, à nous, déjà des difficultés cognitives importantes. Et pourquoi c'est important, cette notion-là? Parce qu'à l'heure actuelle, c'est la frontière entre j'ai une maladie d'Alzheimer ou j'ai un MCI, un Mild Cognitive Impairment, des troubles cognitifs légers. Donc, le diagnostic de maladie d'Alzheimer va reposer sur quelque chose d'extrêmement, finalement, flou, subjectif et dépendant de qui vous êtes. Si vous n'avez pas de répercussion dans les activités de la vie quotidienne, vous êtes MCI. Si vous avez une répercussion dans les activités de la vie quotidienne, ça y est, vous êtes étiqueté maladie d'Alzheimer. Est-ce que ça a vraiment un sens de faire cette séparation? Or, ça, c'est les critères, c'est ce qu'on doit utiliser, c'est notre cadre, c'est ce que nous donne la HAS et c'est ce que nous donnent aussi les dernières recommandations américaines qui ont été faites en collaboration avec les associations et le NIH. Ça, c'est une difficulté, et qu'est-ce que je dois annoncer à mon patient après? Il est malade ou il n'est pas malade? Parce que MCI, qu'est-ce que ça veut dire à l'heure actuelle dans la connaissance qu'on en a? Ça veut dire que vous avez des troubles cognitifs qui ont potentiellement la capacité d'évoluer vers une maladie d'Alzheimer. Potentiellement, ça ne veut pas dire à 100%, et on ne sait pas quand. Dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, on n'en sait rien.
Alors on a la possibilité, et ça a été évoqué ce matin par Michel Poncet et Annick Alperovitch, d'aller plus loin dans les examens complémentaires, puisqu'on a la possibilité de faire des imageries sophistiquées, on a la possibilité de faire des recherches de facteurs de susceptibilité génétique, on a la possibilité de faire une ponction lombaire pour faire des marqueurs qui sont, eux, des très bons arguments en faveur. Alors les recommandations nous disent, vous n'avez pas en clinique, uniquement en recherche. Ok, uniquement en recherche. Mais est-ce que vous, en tant qu'individu, vous n'auriez pas envie de savoir pour peut-être anticiper? On parlait de l'anticipation nécessaire ce matin avec Fabrice Zil, pour peut-être prendre des décisions, de peut-être un jour j'aurai cette maladie, et peut-être à ce moment-là, il faut peut-être que je réfléchisse. Et ceci est peut-être d'autant plus vrai que vous êtes plus jeune, avec encore une activité professionnelle, encore des enfants potentiellement à la maison, etc., etc. Et ça, je ne pense pas, à mon sens, je ne crois pas qu'on ait tranché à l'heure actuelle sur le plan éthique de ça. Mémato, on en a parlé ce matin, on a dit on ne donne pas les résultats. Mais on en a beaucoup parlé dans Mémato. Mais peut-être il faut en reparler encore. Deuxième partie, je vais aller plus rapidement sur le suivi parce que je pense que la qualité du suivi dépendra en fait de la qualité de toute cette première approche. Parce que toute cette première approche, avec toutes les difficultés dont je viens de vous parler, en fait, on va apprendre à se connaître avec le patient. On va apprendre à voir jusqu'où on peut aller l'un et l'autre. Et finalement, le suivi va découler de cette alliance, c'est peut-être un mot un peu trop fort, mais de cette alliance qu'on aura nouée pendant tout le processus diagnostique, et puis au moment de l'annonce, où on aura vu avec le patient jusqu'à quel point il voulait connaître les choses. Alors, le suivi. Le suivi, je ne vais pas entrer dans toutes les recommandations. Là aussi, on a des recommandations, on a des cadres, il faut faire ceci, il faut faire cela, on a plein de choses à faire et c'est très très bien de les faire et ça a été très très bien structuré par le plan Alzheimer. Mais le suivi aussi va avoir une difficulté importante puisqu'on l'a redit ce matin avec Fabrice Zil, c'est une maladie qui va évoluer dans le temps et ce qui est vrai à un moment ne va pas l'être à un autre, mais ce n'est pas non plus une évolution qui va être prévisible. On ne peut pas dire, dans 6 mois, mon patient il va être comme ça, ou je vais le retrouver avec tel ou tel déficit. On va donc devoir accompagner, suivre, prendre en charge et essayer d'aider des patients dont on ne sait pas comment ils vont évoluer, puisqu'en plus, on sait très bien avec l'expérience clinique que chaque patient va avoir son évolution propre et sa spécificité propre. Donc on va avoir 3 gros points, à mon avis, qui vont être 3 difficultés. Un, c'est d'arriver à sortir de nos propres stéréotypes, c'est-à-dire à reconnaître le patient dans ce qu'il est de positif et pas uniquement dans ce qu'il est de négatif. Parce que c'est vrai que c'est notre rôle aussi de montrer ce qui est négatif, mais c'est aussi notre rôle de montrer ce qui est positif. Et pour revenir au bilan neuropsychologique, quand on fait un bilan neuropsychologique, on teste les fonctions qui ne vont pas, mais on teste aussi toutes celles qui vont bien. Et on l'écrit dans notre compte-rendu. Les psychologues, ils écrivent « ça va bien, le langage, il n'y a pas de problème, les fonctions exécutives, celle-là est touchée, mais celle-là n'est pas touchée ». Ce qu'on ne fait pas, c'est qu'on ne prend pas l'habitude assez de le valoriser auprès du patient et de lui montrer dans son bilan ce qui est positif et ce qui est négatif. C'est très important dans le suivi parce que ça va aider les patients à pouvoir mettre en place des stratégies. Ça va bien sûr aider les aidants à comprendre. Je dirais juste un mot sur les aidants. Je pense que la formation des aidants est quelque chose d'extrêmement important. On en a eu l'expérience à Bobigny avec Catherine Olivet. Et c'est en formant les aidants qu'on va améliorer la qualité de vie de tout le monde. Un aidant formé qui comprend ce qui se passe va forcément faire en sorte que le patient va être mieux dans son quotidien. La deuxième difficulté pour nous dans le suivi, c'est la relation avec le patient. C'est de maintenir la relation médecin-malade tout en sachant qu'on a une tierce personne qui est l'aidant et d'arriver à garder un équilibre entre médecin malade, médecin aidant, médecin malade aidant, parce qu'au fur et à mesure que la maladie évolue, la communication avec le patient va devenir plus difficile, et nous les patients, on les voit une fois tous les 6 mois, pas forcément, pas beaucoup plus. Et donc, on va avoir de plus en plus de difficultés à entrer en communication avec les patients, parce qu'on les connaît, mais pas aussi bien que les proches. Et le risque, l'écueil, c'est de centrer la communication dans les consultations sur les dents. Et très souvent, les dents, ils en ont besoin de cette place. Ils ont besoin aussi de s'exprimer. Et donc, vendredi matin, en consultation, il y a une dame qui a dit à son mari « Mais tu crois vraiment que le docteur Belin, il a besoin de t'écouter, toi ?»
Et elle avait à la fois raison et à la fois tort. Et donc ça, je pense que c'est un des gros écueils, parce que l'information, c'est quand même l'aidant qui va nous la donner. Voilà. Donc, je vais terminer là, puisque je vois que mon temps se termine. Et je voudrais juste terminer sur quelque chose que Philippe Torrent a dit aussi ce matin. C'est que moi, j'insiste toujours dans mes consultations sur la possibilité d'avoir une bonne qualité de vie, de pouvoir continuer à avoir des moments de plaisir et de bonheur. Et ça, je pense que nous, médecins, on doit aussi transmettre ça à nos patients, que ce n'est pas parce qu'on a une maladie qui est qualifiée d'épouvantable que la vie s'arrête et que le plaisir de la vie peut s'arrêter.